Ces méthodes brutales, ce nouvel ordre dicté par Donald Trump, nous en parlons avec notre invité, alors que le président américain s'apprête à célébrer sa première année à la Maison-Blanche. Romuald Sura, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous dirigez l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous êtes l'auteur aussi de L'Amérique éclatée, c'est chez Armand Collant. Vous avez reçu il y a un an justement à la sortie de votre ouvrage. Et puis vous publiez au printemps America, une histoire graphique des États-Unis avec Bastien Bertine, c'est chez les Nouveaux Éditeurs. En un an, Donald Trump a-t-il, selon vous, on parle de lui sans cesse dans nos éditions, la face du monde? Écoutez, oui. Si l'on voulait résumer en une phrase l'objectif concernant la politique internationale pour cette administration, parce qu'on parle beaucoup trop de Trump. N'oublions pas que Trump de haut n'a rien à voir avec le Trump du premier mandat. À l'époque, c'était un homme isolé, très peu suivi par le parti républicain, qui n'avait aucune colonne politique vertébrale, colonne vertébrale politique, pardon. Donc une présidence brouillonne. Trump s'est radicalisé durant la fin de son premier mandat et surtout les 4 années passées dans l'opposition, où il s'est rapproché de l'extrême droite américaine. Une extrême droite véritablement radicale qui n'existe en France qu'à travers quelques groupuscules. Bref, cette extrême droite est arrivée avec lui au pouvoir en 2025, et donc ce n'est plus un homme isolé, c'est un homme entouré d'intellectuels de haut niveau. Je pense à Suzy Wiles, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, ou à J.D. Vance, le vice-président. Et bref, toutes ces personnes ont donc une stratégie pour l'international, mettre à bas ce qui demeure du système international multilatéral instauré à partir de 1945. Donc oui, bien évidemment, ils ont atteint leur objectif. Ils nous ont ramené à un ordre bismarckien, en référence au chancelier Bismarck, plus proche donc du 19e siècle et du début du 20e siècle, un ordre où règne le bilatéralisme, où les relations sont d'État à État, où la loi du plus fort prime, où l'on fait fi des traités internationaux, des institutions internationales comme l'ONU, et où les alliances sont de circonstances, d'où ce rapprochement un petit peu douteux, avec la Russie. Mais au-delà de ce nouvel ordre international dans lequel nous ont plongé cette équipe, nous avons assisté à la naissance de la première superpuissance voyou de l'histoire. Et d'ailleurs, il avait posé le cadre, si je puis dire, avec ce portrait de lui officiel, interpellé par les forces de l'ordre. On le voit derrière vous. Voilà, c'était vraiment sa volonté de montrer « je suis le chef de gang et j'impose mon ordre ». Exactement. C'est pourquoi je parle d'État voyou concernant ce qui concerne les États-Unis aujourd'hui. Nous assistons à une politique qui rappelle un petit peu les méthodes de la pègre de la mafia marseillaise. Acte 1, par exemple, effectivement, l'année dernière, quand Trump a pour la première fois menacé d'annexer le Groenland, au-delà du fait qu'un pays membre de l'OTAN, le pays le plus puissant, le pays fondateur, menaçait d'annexer le territoire, par la force, le territoire d'un autre, ce qui nous a déjà plongé dans une nouvelle ère. Mais pour la première fois de leur histoire, les États-Unis ne se drapaient pas derrière le prétexte d'exporter la démocratie ou de libérer les peuples. Non, c'était ce que tu as m'intéresse, tu me le donnes, ou je te casse la figure. Acte 2, quand ils ont taxé les États-Unis, le Brésil à 50%, il n'y avait pas cette fois-ci le prétexte les méchants Européens, les méchants Canadiens. Non, c'était Trafic de drogue éventuellement. Même pas. Tu veux jeter mon copain Bolsonaro en tôle, eh ben moi je te taxe à 50%. Ce qu'on a vu il y a une quinzaine de jours avec le Venezuela, une fois encore, au-delà du fait de l'enlèvement illégal au regard du droit international et du droit américain du président vénézuélien, non, nous avons juste à assister à du racket. On enlève le patron parce qu'il ne veut pas donner la caisse, on fait chanter le numéro 2. Tu vois ce que j'ai fait à ton patron, si tu ne me donnes pas la caisse, je vais faire pire à toi. Donc bref. Ça nous sidère, cette politique de captation, parce qu'effectivement, là, vous citez le Venezuela, le Groenland, on peut parler aussi de l'Afrique, et du coup, on a des accords de paix, par exemple, qui, en somme, viennent masquer, complètement dissimuler une volonté de capter les terres rares, des terres qui sont effectivement productives pour les États-Unis, nécessaires pour les États-Unis, face à la Chine. Il y a toujours là aussi cet axe qui est à prendre en compte. Bien évidemment. Mais en plus de tout cela et de cette stratégie, car je le répète, il y a véritablement une stratégie de la part de personnes comme J.D. Vance ou Suzy Wiles, la secrétaire générale de la Maison-Blanche. Mais en plus de cela, il y a les méthodes Trump qui ne déplaisent pas à son équipe, qui nous ont renvoyés dans une ère, si ce n'est barbare, en tout cas, où règne l'esprit de gang, effectivement, comme vous le dites, et donc on voit aujourd'hui les États-Unis agir de manière qui, comme je le disais tout à l'heure,
l'heure, nous rappelle la pègre. Mais effectivement, il y a aussi cette rivalité, non pas vraiment avec la Russie. La Russie est une puissance devenue régionale, qui existe essentiellement sur la scène internationale de par sa puissance de feu nucléaire. Un danger pour les pays limitrophes, mais pas un grand souci pour les États-Unis. Mais le compétiteur est la Chine, évidemment. Et derrière tout cela, il y a l'objectif, non pas toujours, il n'y a pas toujours une stratégie réaliste, mais juste envie de marquer des points symboliques. Pourquoi Trump veut le Groenland ? Les États-Unis n'ont absolument pas besoin du Groenland. Ils peuvent, comme vous le savez, ils ont un traité avec le gouvernement danois et les Groenlandais. Ils peuvent dès demain ouvrir le nombre de bases qu'ils veulent. Certes, ils ne peuvent pas, pour l'instant, exploiter certaines des ressources naturelles, mais des accords pourraient être trouvés. Et il n'y a évidemment aucune menace russe ou chinoise d'invasion concernant le Groenland. Tout ça a été sorti d'un chapeau il y a quelques jours. Donc, au-delà de l'aspect stratégique, effectivement, les États-Unis ont besoin du Groenland, mais ils en ont besoin comme alliés, ils n'ont pas besoin d'occuper le territoire. Il y a la symbolique pour une partie de l'administration qui est très forte, et pour Trump, il y a un côté un petit peu infantile, c'est-à-dire, n'oublions pas qu'on parle de l'homme qui avait quand même dit à Kim Jong-un, le leader nord-coréen, j'ai un plus gros bouton de toi. C'est-à-dire être le président qui, à la veille du 250e anniversaire des États-Unis, aura agrandi le pays, et celui qui pourra dire à Poutine, maintenant, les États-Unis sont plus grands en superficie que la Russie. Premier pays au monde en ordre de grandeur. Ah oui, parce qu'il envisage la captation de poser le drapeau américain et le drapeau de l'Empire Trump aussi, parce que c'est toujours lié évidemment dans ses ambitions, au Groenland, au Canada aussi, on le voit au Proche-Orient. Il y a aussi cette manière d'obtenir ce qu'il veut, ce sont les droits de douane, cette pression par les droits de douane, c'est à double tranchant. On voit qu'un an après, ça fonctionne pas forcément sur le plan intérieur, sur la scène intérieure, sur l'économie américaine. Bien évidemment. Écoutez, la vie aux États-Unis est très difficile. Alors, on ne doit pas ça à Trump. Il y a des crises récurrentes aux États-Unis depuis déjà plusieurs décennies. Mais néanmoins, aujourd'hui, la situation est n'est absolument pas meilleure qu'elle ne l'était à l'époque de Joe Biden. Et le prix de la vie est excessif. Donc, effectivement, cette politique de taxation tous azimuts touche les Américains dans leur portefeuille et touche la base même de l'électorat Trump. C'est pourquoi aussi il essaye de faire diversion et que depuis quelque temps, il avait un petit peu mis en sourdine sa politique de taxation. Il revient avec celle-ci aujourd'hui, tout simplement parce que c'est pour lui la meilleure diplomatie possible. Une fois encore, on assiste à un acte mafieux, à du racket. Il ne voit pas comment traiter avec les Européens. Les Européens ne représentent pas un gros souci concernant le Groenland, mais Trump voudrait acquérir le Groenland légalement. Ce qu'il veut, c'est offrir une certaine somme d'argent. Alors on parle de sommes allant de 50 000 $ à 1 million de dollars par foyer groenlandais, ce qui pourrait peut-être faire la différence au sein de la population du Groenland. Mais pour cela, il ne suffit pas d'avoir l'approbation des Groenlandais. Il faut avoir l'accord, évidemment, du gouvernement danois et du gouvernement du Groenland. Bref, donc Trump préférerait réussir à passer un deal, et donc pour cela, il a un minimum besoin des Européens. Donc si les Européens ne cèdent pas, eh bien on y va, on sort le cran d'arrêt, et on les menace avec cette politique de taxation qui, bien évidemment, aura des résultats négatifs sur la politique intérieure américaine. Mais sur moyen terme, vous pensez que c'est productif aussi avec ces anciens ex-partenaires internationaux? Je pense à l'Asie notamment, à la Chine, ça devient très compliqué de mener des négociations avec eux, des pays plus petits comme le Vietnam, qui ont besoin effectivement de ce commerce, de cette relation avec les États-Unis. Bien évidemment que non. À moyen terme et à long terme, les États-Unis sont en train de s'isoler. Cette politique de taxation a démontré que les États-Unis ne pouvaient pas être considérés comme un partenaire fiable. Et donc, on le voit par exemple au Canada, qui se tourne de plus en plus vers l'Union européenne. La plaisanterie au Canada, c'est non pas le 51e État, mais un nouvel État, un nouveau pays membre de l'UE. Mais au-delà de cela, les États-Unis continuent à s'isoler sur la scène internationale de différentes façons. Toutes ces aides qui ont été gelées ou annulées aux pays en développement, ce qui est une calamité, comme vous le savez très bien, pour de nombreux pays africains, eh bien ça ouvre évidemment la voie à la Chine, à la Russie ou à d'autres puissances. Les États-Unis sont malheureusement
en train de s'isoler dangereusement sur la scène internationale. Cette actuelle administration ne veut pas en prendre conscience, ou n'en a pas conscience, mais ils paieront les pots cassés d'ici quelques années, bien évidemment. N'oublions pas que lors de son investiture, Donald Trump avait rappelé: j'ai été sauvé par Dieu pour rendre, on parle de l'attentat auquel il avait réchappé, j'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Il l'a répété à plusieurs reprises, sa boussole, c'est sa morale, dit-il. Mais on voit, et là on l'a vu cette semaine, ce week-end avec l'Iran, quand ça touche au portefeuille, quand ça touche au pétrole, au prix du pétrole, il est capable de rétropédaler. Et en fait, c'est là que se situe sa limite. Bien évidemment, le business passe avant tout. Tout le monde a été un petit peu surpris par ce qui s'est passé avec l'Iran. Il n'est pas dit que Trump ne revienne pas sur sa décision. Aujourd'hui, le Groenland, c'est quand même un petit peu différent. Lorsque Trump fait une promesse formelle, non pas au peuple iranien dont il se moque éperdument et qu'il a envoyé au massacre, joyeusement, si je puis dire, quand il fait une promesse au peuple américain, et donc essentiellement à sa base électorale, il fait tout pour la tenir. Donc c'est pourquoi, concernant le Groenland, nous sommes dans un autre cadre. Il y a de fortes chances que Trump, s'il ne peut acquérir le Groenland, passe vraiment à l'acte. Néanmoins, évidemment, si on lui oppose des pressions financières de grande importance, comme cela a pu être le cas avec les partenaires du Golfe concernant l'Iran, il peut rétropédaler. Maintenant, toute la question concernant le Groenland, est-ce que l'Europe pourra opposer à Trump une politique qui puisse le faire rétropédaler? Ça, je n'en suis pas certain. On parlait comme conséquence de cette première année de mandat sur la scène intérieure, l'économie américaine qui ne se porte pas mieux en tous les cas, et ça les Américains le constatent. Il y a l'immigration aussi, il y a surtout ces coups de force de la police des migrants aux États-Unis qui est en train d'encore plus accentuer ce clivage, cette opposition de la population américaine. Quels sont aujourd'hui les centres et les capacités de résistance et contre-pouvoir aux États-Unis face à cet autoritarisme présidentiel? Écoutez, nous parlions donc de l'objectif de cette administration concernant l'international. Sur le plan national, l'objectif est très simple. Il y en a deux en fait. Mettre en place un régime semi-autoritaire sur le modèle de la Hongrie de Viktor Orban et mener une contre-révolution culturelle, anti-woke. Les deux sont liés. Concernant le régime semi-autoritariste sur le modèle de la Hongrie de Viktor Orban, on a déjà dépassé la Hongrie. On peut parler d'un franc succès pour cette administration. Avant de répondre à votre question, faisons un petit état des lieux. Depuis un an, certaines prérogatives du Congrès rognées au profit de la Maison-Blanche, une partie du judiciaire entre les mains du bureau ovale, des agences fermées ou mises au pas, les universités qui se sont pour la plupart couchées, Columbia University. Les médias aussi qui se Les médias, coucher. mais les universités, on ne se rend pas compte. On n'a jamais vu ça dans une démocratie occidentale depuis le 19e siècle. À Columbia, je parle de Columbia puisque je collabore avec cette université, aujourd'hui, il est interdit d'enseigner, on en pense que l'on en veut, mais peu importe, il est interdit d'enseigner la théorie critique de la race ou la théorie du genre. Des départements sont mis sous tutelle et on parle d'une université privée. L'enseignement, les manuels scolaires sont réécrits en vue du 250e anniversaire. Le New York Times a listé plus de 400 mots. Racisme. Cette année, le 4 juillet. Le 4 juillet. Racisme, enfin bref, 400. Génocide, on n'a plus le droit de parler du génocide amérindien, alors que voilà un génocide qui faisait consensus dans la communauté des historiens. Et évidemment, les médias publics fermés les uns après les autres, les pressions sur les médias privés, sur la presse. Le vice-président J.D. Vance est apparu à la télévision en listant certains organes de presse ou certains magazines, comme le très respectable The Nation, qui est un magazine de gauche, mais tout à fait respectable, un des plus anciens magazines américains, en disant qu'il devrait bénéficier d'une investigation pour ses liens avec le terrorisme de la gauche radicale américaine, etc., etc., garde nationale déployée. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes sous une présidence autoritaire, cela ne peut que s'intensifier, et donc ICE, cette police de l'immigration, est, je dirais, devenue le bras armé. Si j'ai quelques secondes pour développer sur cette police, lorsqu'elle a été créée dans les années 2000 sous le mandat de George W. Bush, il s'agissait de créer une police qui avait pour objectif d'aider à réguler l'immigration illégale, mais aussi d'éliminer les poches
potentiellement terroristes au sein de la population des immigrés illégaux. Depuis, cette police a parfois commis certaines bavures, mais ni plus ni moins que toute autre police. Quand Trump est revenu en 2025, les choses ont changé. Des milliers d'agents de cette police, qui étaient pour la plupart des gens tout à fait honnêtes, qui voulaient œuvrer pour leur pays. Après, on partage cette politique ou pas, c'est autre chose, mais c'était des gens tout à fait respectables. Des milliers d'agents ont donc été renvoyés, des milliers d'autres ont été recrutés, essentiellement parmi la jeunesse MAGA. De nombreuses recrues ont vu avec des profils particuliers, biaisés, très peu d'éducation, casier judiciaire, comment on dit en français, effacé pour pouvoir, comme des bénéfices de devenir un des super flics de la police ICE. Et aujourd'hui, on voit une multitude de publicités à la télévision américaine afin encore de recruter. Donc cette police, à la solde du gouvernement, s'est sentie pousser des ailes et effectivement a pour objectif non pas uniquement de lutter contre l'immigration illégale, mais de faire régner un climat de peur et de violence au sein du pays. C'est ce qui impressionne, effectivement. Les États-Unis sont devenus un pays de peur de l'autre, peur du gouvernement, de perdre ses droits, ses libertés. Est-ce que les États-Unis et la société américaine vont pouvoir se relever de ce mandat, de ce second mandat de Donald Trump? Écoutez, celui qui a le mieux répondu à cette question est le Premier ministre canadien, qui a dit plus rien, que ce soit au niveau national pour les États-Unis ou international pour la communauté internationale, plus rien ne sera jamais comme auparavant. Non, les États-Unis ne reviendront pas de cela. Il y aura, espérons-le, puisque maintenant la grande question, c'est quand même le déroulement des prochaines élections, mi-mandat cette année et présidentielle en 2028. Espérons évidemment qu'il y aura une alternance, mais même s'il y a une alternance démocrate, il sera difficile d'effacer ces années et de revenir où nous en étions auparavant. Malheureusement, je crains que, j'espère me tromper, je peux me tromper bien évidemment, qu'une prochaine administration démocrate ne soit qu'une nouvelle parenthèse, comme les présidents Obama et Biden ont pu l'être, au sein de cette vague qui est en train de monter. Trump n'en est qu'une étape au sein... Il ne peut pas être balayé. Et qui ne peut pas être aujourd'hui balayé. Et c'est vrai qu'on verra ce qui se passera avec les élections de demi-mandat, puisque Donald Trump s'en inquiète beaucoup. Il se dit que si les démocrates passaient, peut-être qu'il pourrait lancer une procédure de destitution. On verra ce qu'il en sera, parce que c'est dans plusieurs mois. Il peut se passer de nombreuses choses d'ici là. Romuald Sura, je vous remercie beaucoup d'être venu en parler. Je renvoie donc à L'Amérique éclatée chez Armand Collin. Et dans quelques semaines, quelques mois, America, une histoire graphique des États-Unis chez les nouveaux éditeurs.